Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le salon de l'action gouvernementale 2022 se prépare à Yaoundé. Cette 11e édition se tiendra du 22 juin au 1er juillet. Elle sera axée autour des outils à déployer pour assurer la modernisation de l'administration publique camerounaise. Le groupe marocain Intelsia, spécialisé dans la relation client et dans l'externalisation des services, poursuit son expansion en Afrique en ouvrant son 3e site au Sénégal. Cette nouvelle implantation à Dakar générera 800 nouveaux emplois, dont 600 d'ici la fin de l'année 2022. Et le nombre d'enfants souffrant de malnutrition est en augmentation en Éthiopie, pays de la Corne de l'Afrique en proie à un conflit armé et à la sécheresse. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation de la région de l'Afar, voisine du Tigré, où la guerre civile sévit depuis novembre 2020. Mais tout d'abord, le Tchad met tout en œuvre pour garder de bonnes relations avec le Mali. Une délégation tchadienne s'est rendue à Bamako ce vendredi 20 mai pour y rencontrer les autorités de transition. Le but, apaiser les tensions après la décision du Mali le 16 mai de se retirer de l'alliance politico-militaire du G5 Sahel, créée en 2014 par 5 pays de la sous-région. Le Tchad, qui a conservé la présidence du G5 sur décision des chefs d'État de l'organisation, au détriment du Mali, qui devait en prendre la présidence en février dernier, assure ne chercher en aucun cas le conflit avec le Mali. Mali qui, rappelons-le, a claqué la porte du G5 Sahel pour défendre sa souveraineté. C'est ce vendredi 20 mai que le Cameroun a célébré le 50e anniversaire de l'unité nationale. Cette année marquait le grand retour des défilés après 2 ans de restrictions dues à la crise sanitaire. Ces festivités étaient placées sous le signe de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale. Le point avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Mildred Diamou. 20 mai 1972, 20 mai 2022, 50 ans d'unité nationale. Le 20 mai 2022, le Cameroun a célébré ses noces d'or de l'État unitaire. Par un défilé militaire et civil présidé par le chef de l'État Paul Biya, le 50e de l'État unitaire du Cameroun s'est célébré sous le thème « Forces de défense et de sécurité au service du peuple pour la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale ». Ce thème, choisi cette année, est une exhortation pour les forces de défense et de sécurité de gérer cette paix en collaboration avec les populations. Vous savez, nos missions régaliennes et surtout au sein de la police nationale ne visent qu'à préserver la sécurité des personnes et de leurs biens. Chacun des citoyens doit veiller à la préservation de la paix. 50 années au cours desquelles l'armée camerounaise s'est engagée aux côtés des populations pour le développement et la sécurisation du pays. Les forces de défense ont démontré cet engagement à travers des actions civilo-militaires ces dernières années, intervenant dans la construction et la réhabilitation d'infrastructures. Des actions et interventions confirmant que le lien armée-nation n'est pas une simple pensée au Cameroun. Les pères fondateurs du Cameroun, en 1959, ont décidé d'une armée qui était non pas une armée dédiée à la guerre, mais une armée de développement. Et c'était une armée participative qui prenait à la fois en compte le civilo et le militaire. C'est pour ça que l'instrument pertinent de défense du territoire camerounais, c'est la défense populaire. L'armée a contribué à la stabilisation des institutions, l'armée a contribué à la protection des frontières, l'armée a donné des garanties aux populations, l'armée a donné des garanties aux investisseurs et l'armée aura globalement contribué de ce fait à l'essor du Cameroun. Le Cameroun renoue avec son traditionnel défilé civil et militaire à l'occasion de ce 50e de l'unité nationale après 2 années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19. Très enthousiaste de voir la jeunesse de demain, le Cameroun de demain qui ont défilé et j'étais très ému par le message qu'ils portaient sur les banderoles. Je suis tout pour la jeunesse. La seule chose que je dirais aux jeunes Camerounais d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont plus d'opportunités qu'ils ne pensent, ils ont plus de force, de détermination. Ce sont plus de 5000 défilants qui ont pris part à cette célébration de la fête nationale ici au boulevard du 20 mai. Rappelons que le Cameroun est depuis quelques années en proie à une crise séparatiste dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le Cameroun a longtemps lutté pour préserver son unité et son intégrité nationale au bénéfice de son peuple. En direct
C'est justement à Yaoundé que se tiendra la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO du 22 juin au 1er juillet. L'édition de cet événement qui se tient chaque année sera axée autour de la modernisation de l'administration avec une réflexion particulière sur les moyens de rendre le service public camerounais plus efficace. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Présenter le dispositif institutionnel mis en place pour l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2020-2030 et vulgariser les politiques de digitalisation des procédures dans toutes les administrations camerounaises, tels sont les axes autour desquels va s'articuler le déploiement de toutes les composantes du gouvernement lors du Salon de l'action gouvernementale. L'édition de cette année, la 11e du genre, se tiendra du 22 juin au 1er juillet 2022. Le SAGO qui va donc commencer le 22 juin prochain va constituer une sorte de rendez-vous du donner et du recevoir. Nous, administration, nous, parce que vous également vous représentez des administrations, nous devons montrer aux Camerounais ce qui se fait en termes de modernisation. J'ai parlé de deux mots-clés, digitalisation et puis la simplification. Placé sous le thème « Modernisation de l'administration camerounaise comme outil majeur d'atteinte des objectifs de la SND 30 », le SAGO 2022 va faire une évaluation des actions menées jusqu'ici pour réussir le pari de la croissance économique à l'horizon 2035. Cependant, il sera surtout question de réfléchir à de nouvelles stratégies pour rendre le service public camerounais plus efficace. Le salon permet en quelque sorte ce renforcement des capacités, notamment en faisant connaître le produit, en vendant l'image, en faisant le marketing, en travaillant à la promotion. Pour rappel, le Salon de l'action gouvernementale sert de plateforme visant à promouvoir les politiques publiques nationales dans tous les secteurs opérationnels au Cameroun, tant bien au niveau public que privé. Et de 3 au Sénégal, le groupe marocain Intelsia a inauguré le 19 mai une nouvelle installation à Dakar. Ce site générera 800 nouveaux emplois, dont 600 d'ici la fin de l'année 2022. Il vient s'ajouter au premier site de Dakar inauguré en 2017 et au site de Thiès ouvert en 2018. Plus de détails avec Amenedj. Acteur majeur des métiers de l'externalisation et de la relation client, le groupe marocain Intelsia maintient sa dynamique avec l'ouverture le 19 mai 2022 de son deuxième site à Dakar, le troisième au Sénégal. Dans le cadre du développement de ses activités en Afrique subsaharienne, cette ouverture se donne pour objectif de répondre aux besoins grandissants des entreprises panafricaines et locales implantées au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un bassin d'emplois riche avec des ressources jeunes, qualifiées, réactives, avec de fortes compétences digitales ouvertes sur le monde. Cette nouvelle installation aura indéniablement un impact positif sur le développement socio-économique de notre pays via les investissements réalisés et les emplois générés. Créé en 2000, Intelsia a connu un développement et une croissance continue grâce à un ensemble d'acquisitions et d'ouvertures stratégiques au niveau national et international. Conjuguant talent et technologie, le groupe mise sur la valorisation du capital humain et propose des services aux standards internationaux, plaçant la coopération Sud-Sud, gage de création d'emplois et d'avenir, au cœur de ses priorités pour le continent. Notre jeunesse est notre plus grande richesse, c'est notre avenir. La qualité des connaissances et les dispositions mentales auxquelles nous avons fait face sont aisément qualifiantes pour le monde de l'emploi ici et ailleurs. J'en veux pour preuve cette jeunesse sénégalaise qui a su hisser Intelsia dans le haut du pavé des filiales du groupe. C'est une véritable fierté, c'est une vraie success story. Aujourd'hui, notre ambition est de devenir un acteur global, donc avec une ambition très forte, d'être le premier acteur panafricain, d'être un des top, dans le top 10 des acteurs mondiaux. Et pour cela, et avec les efforts de nos collaborateurs, avec la confiance de nos clients, nous pensons qu'en 2025, ce sera un objectif qui sera atteint. C'est de dépasser les 70 000 collaborateurs, et c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et c'est à horizon 2025.
Présent sur 3 continents, 16 pays, dont plus de 8 Africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun, Intelsia poursuit son expansion mondiale. C'est désormais 1800 collaborateurs au Sénégal, 35 000 dans les pays couverts, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 7 ans. Un succès que le groupe doit à la pérennisation de ses valeurs, dont le socle reste la proximité avec les collaborateurs. En Éthiopie, la sécheresse et les conflits armés aggravent l'insécurité alimentaire. Dans la région de l'Afar, voisine du Tigré, où sévit une guerre civile depuis novembre 2020, les enfants sont particulièrement touchés par la malnutrition, dont le taux a largement dépassé le seuil d'urgence de 15% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui inquiète les Nations unies, un sujet de Kamesh Katapoulé. La patience est de mise pour ces nombreuses familles. Dans la région de l'Afar en Éthiopie, ces mères de famille attendent que leurs enfants soient pris en charge par le personnel de l'hôpital de Doupti. La majorité d'entre eux souffrent de malnutrition. Une insécurité alimentaire qui s'est aggravée au cours de ces derniers mois en raison du conflit notamment, mais aussi de la sécheresse qui ravage cette région du nord de l'Éthiopie. Tout cela est arrivé en raison des déplacements et de la sécheresse dans la région. Et cela a entraîné la souffrance des enfants atteints de malnutrition. La population est aussi confrontée à une pénurie d'eau potable dans la région. Les gens utilisent donc l'eau de la rivière, mais cela les expose à des maladies. Nous avons mis en place un programme d'alimentation thérapeutique pour aider les enfants. Pour des cas plus complexes, nous donnons du lait et d'autres médicaments. D'après les données recueillies par les Nations Unies, le nombre d'admissions relatives à des cas de malnutrition sévère a fortement augmenté au sein de cet établissement hospitalier. Durant ce mois de mai, le nombre de cas recensés par semaine est de 35, contre 5 en janvier de la même année. À l'échelle de la région, les chiffres sont tout aussi alarmants. En janvier 2022, l'ONU estimait que le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans était évalué à près de 30%. Face à l'urgence de la situation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance travaille d'arrache-pied avec les autorités pour venir en aide aux familles. Nous nous attaquons bien sûr aux besoins en eau et assainissement. Nous essayons également d'apporter éducation et protection grâce à un programme intitulé BT. Nous embauchons des enseignants et des travailleurs sociaux pour que les enfants bénéficient d'un soutien psychosocial, mais aussi d'une éducation de base parce qu'ils ont raté l'école pendant des mois. Autre conséquence de la sécheresse et du conflit, le nombre de déplacés a lui aussi augmenté. Les autorités locales ont fait état de plus de 330 000 nouveaux déplacés internes depuis le début de l'année. Également dans l'actualité, la capitale malienne Bamako était à l'honneur sur les podiums parisiens en France le 19 mai avec le lancement du Printemps de Sorna, un défilé de mode initié par une jeune créatrice de mode autodidacte du nom de Seta Fissuru Aïdara, plus connue sous le nom de Laceta S2E sur les réseaux sociaux. Cet événement se rattache au nom de sa marque Sorna, qui signifie femme ou encore dame en wolof, dialecte sénégalais, une manière de plus de promouvoir l'entrepreneuriat africain au féminin. À la page sport fini, les qualifications, place au tournoi de Roland-Garros, considéré comme l'un des plus difficiles du Grand Chelem de tennis en raison de sa terre battue. Le premier coup de raquette de cette compétition sera donné ce dimanche 22 mai. Cette édition connaîtra la participation de 4 Africains. Le point avec José Douglas. Ces internationaux de France sur terre battue se déroulant lors de la dernière semaine de mai et la première semaine de juin chaque année et font partie des 4 tournois du Grand Chelem. L'Espagnol Rafael Nadal détient le nombre de victoires. Va-t-il encore soulever le trophée le dimanche 5 juin? En tout cas, plusieurs joueurs du continent africain ont déjà foulé cette terre battue, comme les Sud-Africains Wayne Ferreira, Bob Hewitt, Johan Kriek, Kevin Curran, le Marocain Younes El Enaoui, le Zimbabwéen Byron Blake, l'Égyptien Ismaël El Shafei, le Sénégalais Yaya Doumbia, le Nigérian Douka Odizor ou encore le Tunisien Malek Jaziri.
Le Sud-Africain Kevin Anderson, 35 ans, qui prend sa retraite. Et rappelez-vous, il s'était hissé en finale de Wimbledon en 2017 et 2018. Je ne me souviens pas d'un moment de ma vie où je ne jouais pas au tennis. J'ai commencé ce voyage il y a 30 ans lorsque mon père a mis une raquette dans mes mains et m'a dit que je deviendrais l'un des meilleurs joueurs du monde si j'étais prêt à travailler dur. Le tirage au sort s'est effectué ce jeudi 19 mai. D'abord chez les hommes, nous retrouvons le Sud-Africain Lord Harris qui rencontrera au premier tour le Français Richard Gasquet. Et puis un clin d'œil également à Joe Wilfried Tsonga. Côté femmes, l'Égyptienne Sherif Maillard sera face à l'Ukrainienne Marta Kostwick. La Tunisienne Ons Jabeur sera face à la Polonaise Magda Linette. C'est effectivement d'avoir beaucoup d'impatience, d'excitation. Le tennis professionnel aujourd'hui, chez les garçons comme chez les filles, et spécialement cette année, est hyper ouvert. Donc on attendait avec impatience à la fois le tirage au sort et très vite le démarrage du tableau final, même si les qualifications ont été un véritable succès, avec des nouveautés, Djokovic l'a dit, pendant les entraînements, du public. Et sans oublier la Sud-Africaine Gotazo Mondjani, née à Polokwane, joueuse en fauteuil roulant. En 2018, elle devient la première femme sud-africaine noire à concourir à Wimbledon, née avec une maladie congénitale qui affecte ses deux mains et un de ses pieds, l'autre étant amputé alors qu'elle avait que 12 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.